donc bien avant que l'Europe ne décide de se réunifier, l'Afrique avait déjà décidé. Pour la simple et unique raison que le développement de l'Afrique et son histoire fait que l'Afrique a besoin d'être totalement ensemble pour pouvoir progresser. C'est la colonisation qui a mis des frontières en Afrique. L'Afrique jusqu'au XVIe siècle était appelée l'Éthiopie. Il y avait la haute et la basse Éthiopie, l'Abyssinie qui existait aussi. Et donc le roi des rois avait cette position de prépondérance sur le reste des royaumes et le reste des tribus d'Afrique. Ce qui est resté toujours et ce qui reste toujours aussi dans l'esprit africain au jour d'aujourd'hui. Donc 1963, cette création a permis à l'empereur d'éveiller un peu les consciences et d'essayer de trouver dans les différences qu'il y avait aussi de culture des points communs pour pouvoir gérer cette Afrique et arriver à faire progresser le peuple d'une manière comparable à l'Occident. Donc l'empereur avait la vue de faire de l'Afrique un continent aussi riche et un continent qui aussi riche donc que l'Occident et qui pèse de la même manière dans le destin du monde que l'Occident, et aussi qui prennent en main ses particularités et que ces particularités puissent permettre à un ensemble, c'est-à-dire aux nations du monde, de pouvoir se développer tous en harmonie. Donc ce travail a été énorme, mais on oublie souvent que c'est Sa Majesté qui en est l'instigateur. La preuve est qu'en 2013, on a fêté les 50 ans de l'OUA, mais rien n'a été dit au sujet de Sa Majesté. L'OUA est toujours à Addis Abeba. Elle aurait pu, bon, certains disent, se situer autre part, mais bon, l'instigateur étant éthiopien, le roi des rois, le siège a été décidé d'être mis en Addis Abeba. Mais l'OUA a aussi l'aboutissement de d'autres organisations avant l'OUA qui sont mis ensemble. Donc il y avait plusieurs organisations en Afrique dans le même but de développer l'Afrique. Et ces organisations sont tous regroupées au sein de l'OUA. Ouais. Alors le panafricanisme, en fait, pour faire assez simple, c'est un mouvement de pensée. Alors pan, ça signifie tout, c'est une racine qui signifie tout, donc tout sur l'Afrique. Le panafricanisme, en fait, est un mouvement de pensée qui tend à tout centrer sur l'Afrique, à tout ramener sur l'Afrique et sur les origines africaines. Alors il y a un très bon côté là-dedans, c'est que malheureusement l'histoire, notre histoire, en tant que descendants d'esclaves et descendants d'Africains, non seulement est peu connue, mais en plus de ça a été falsifiée et transformée. Donc il y a très peu d'entre nous issus des communautés afro-caribéennes qui connaissons concrètement nos origines et ce qu'ont fait nos ancêtres. Pour ceux qui étudient, qui ont eu la chance de lire des auteurs comme Cheikh Anta Diop, Nation d'agriculture ou d'autres encore, vous apprendrez, lorsque vous lirez ces livres-là, que les fondateurs, ceux qui ont construit les pyramides d'Égypte, ceux qui ont apporté le savoir aux Grecs et aux Latins, étaient des Africains noirs. Ce qu'on vous apprend, c'est que la civilisation est née en Grèce, quelque part en Grèce, et on parle, vous avez peut-être déjà entendu l'expression, on parle du miracle grec. Que d'un seul coup, comme ça, en Grèce, quelques siècles avant Jésus-Christ, la civilisation contemporaine aurait pris naissance. C'est totalement faux. En étudiant l'histoire, vous allez vous rendre compte que la grande majorité des grands penseurs grecs et latins sont partis en Égypte, dans les monastères égyptiens, et c'est là-bas qu'ils ont appris les sciences des mathématiques, de la philosophie et de bien d'autres éléments encore. Pensez à Pythagore, pensez à Archimède, pensez à tous les grands noms qui sont cités de la Grèce antique ou les latins. C'est en Égypte qu'ils ont pris les fondements de leur connaissance. Et ce sont des hommes noirs, des hommes égyptiens qui les ont enseignés. Les pharaons étaient des noirs. Quand vous voyez à la télévision des pharaons blancs, là, c'est totalement faux. Là. Les pharaons étaient noirs complètement. Hérodote, qui est considéré comme le père de l'histoire, et qui voyage dans cette région-là au VIe siècle avant Jésus-Christ, rapporte que les Égyptiens sont des hommes noirs aux cheveux crépus. Alors de quoi est-ce qu'il est question quand on parle du panafricanisme? Alors,
les pères fondateurs du panafricanisme sont W.E.B. Du Bois, dont on parlait tout à l'heure, qui est le premier PhD noir de Harvard, et Henry Sylvester Williams. Ces deux hommes-là, en fait, sont donc au fondement de la pensée panafricaine. Ici, dans le système de connaissances indigènes du siècle africain par le professeur Matole Mochega, voilà ce qu'on peut apprendre dans cet article-là d'octobre 2006. Booker T. Washington et ses contemporains tels que W.E.B. Du Bois et Henry Sylvester Williams furent profondément influencés par Prince Hall, le fondateur de la première loge maçonnique africaine. Dans ses études de la franc-maçonnerie, Prince Hall découvrit que les fondateurs des nations occidentales n'étaient pas seulement influencés par la philosophie solaire, le Kara, et la science de l'Éthiopie et de l'Égypte antique, mais aussi que les sciences modernes étaient originaires de l'Éthiopie et de l'Égypte antique. Ainsi, Prince Hall était convaincu que les Africains pouvaient ressusciter leur ancienne gloire et construire une nouvelle Afrique. Cette inspiration le poussa à construire des loges et des écoles afin d'illuminer et d'éduquer les esclaves libres. Ainsi, l'éthiopianisme devient la philosophie fondamentale de l'association panafricaine qui fut établie par Henry Sylvester Williams en 1900. Alors ici, vous avez l'éminent professeur Cheikh Anta Diop, décédé en 1986, qui a écrit notamment un livre Nation Agriculture qui est excellent, que je vous recommande, parce que c'est un livre qui est une recherche scientifique sur nos origines. Cheikh Anta Diop dit ceci dans Alerte sous les tropiques aux éditions Présence africaine en page 122. Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale, en provoquant un conseil œcuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement et la normalisation du dogme sur la base du monothéisme ancestral. Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger et mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. Ici, le porteur de ce mouvement de pensée-là, vous connaissez Kémy Séba? Ouais, qu'est-ce qui a déjà entendu parler de Kémy Séba, les gens? Ok, Kémy Séba, c'est ici l'ambassadeur de ce mouvement de pensée en France, si vous voulez. Okay. C'est qu'ils vont chercher les divinités égyptiennes, grecques ou latines qui ont existé avant Jésus-Christ, donc Horus, Osiris, Attis et d'autres dieux de l'Antiquité, et ils vont chercher les caractéristiques de ces dieux-là. Et quand vous regardez aux caractéristiques de ces dieux-là, c'est la vérité, vous allez constater qu'ils ont des traits de caractère qui sont identiques à ceux de Christ. Vous en allez avoir comme Horus, par exemple, qui ont 12 disciples. Vous allez avoir des dieux comme Osiris, par exemple, qui sont nés le 25 décembre. Même si on sait que Christ n'est pas né un 25 décembre, la grande majorité des chrétiens pensent qu'il est né un 25 décembre. Osiris était né un 25 décembre. Osiris est mort, puis ressuscité. Et si vous allez chez ces divinités-là, vous retrouvez un grand nombre de traits de caractère qui sont identiques à Christ. Et donc, quelle va être la finalité en fait de leur enseignement? C'est qu'étant donné qu'avant Jésus-Christ, on avait ces dieux-là, qui avaient déjà ces traits de caractère, ils vont dire que Christ n'est ni plus ni moins qu'une adaptation contemporaine des dieux païens de l'Antiquité. De la même façon qu'avant le retour de Jésus, il y aura des êtres qui paraîtront et qui ressembleront à Christ, des antéchrists. De la même façon, avant la première venue du Messie, il y a 2000 ans, il y a des antéchrists qui sont venus avant lui. Donc Haïlé Sélassié a été le premier monarque en Éthiopie à décider de partager son pouvoir. Donc le peuple éthiopien aussi avait un problème d'éducation. Donc il a fallu attendre que le peuple soit éduqué pour que Sa Majesté puisse partager le pouvoir avec son peuple. La centralisation du pouvoir est arrivée par la suite, beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y avait en Éthiopie une très grande différence entre toutes les provinces. Donc certaines étaient très riches et d'autres étaient très pauvres. Donc le pouvoir a été centralisé pour pouvoir après redistribuer les richesses équitablement au sein du pays et à tous les habitants aussi bien. Donc Haïlé Sélassié, par exemple, a fait des choses qui sont même encore aujourd'hui en Europe n'existent pas. Donc c'était un de ses premiers buts, c'était soulager quand même les pauvres des charges qui leur pesaient sur le dos. Parce que l'Éthiopie était similaire, on va dire, à un royaume féodal comme on a pu en connaître ici. Et c'était aussi un royaume très injuste. Hein, la féodalité est un système de gouvernance très, très injuste. Donc les gens travaillaient pour les seigneurs, qui les seigneurs après allaient payer à l'église, qui l'église donnait un tribut à l'empereur.
Voilà, donc tout ça, ça ne lui plaisait pas trop. Et il a commencé en premier, comme on a dit tout à l'heure, à arguer dans cette région, à mettre ça en place. Après, il a vu que c'était tout à fait possible, qu'en s'y prenant bien, les gens pouvaient le comprendre, aussi bien les nobles que les pauvres. Et il a donc mis tout ça au pays. Donc il y avait, comme chez nous, des prêts pour que les gens puissent s'en sortir. Les prêts en 1910 c'était de 20 à 30%. Haïlé Sélassié, il a tout de suite stoppé ça. Hein, et a limité ses prêts à 9%. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote aussi, on pourrait dire, parce qu'ici en Occident, aujourd'hui, on a encore certains organismes de crédit qui nous font des prêts allant de 20 à 30%. Quoi. Donc après, il a aussi décidé de moderniser cet État. Mais pour la modernisation de cet État, il n'y avait aucune fiscalité. Donc le temps, il a créé cette fiscalité, mais le temps que la fiscalité rapporte réellement, hein, c'est Haïlé Sélassié a donc, avec son propre argent, financé toutes ces réformes. D'ailleurs, j'avais lu qu'il avait envoyé, donc, parce qu'on balaye une période historique qui est très large, mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, et après, donc il y a le monde est divisé en deux, entre guillemets, entre d'un côté les capitalistes et de l'autre les communistes, hein, pour faire bref. Et lui, il a envoyé donc les étudiants éthiopiens étudier aussi bien d'un côté du bloc que de l'autre, et du côté des non-alignés aussi. Oui. Il rentrait pas dans ces problèmes-là. De toute façon, il était le pouvoir en Éthiopie était bien différent de ces deux partis. On peut dire c'est un pouvoir qui pourrait se situer entre les deux. Hein. Maintenant, il a aussi organisé le droit du travail, par exemple. Alors que nous, donc je vais vous dire, c'était le 27 juillet 1913 qu'il a organisé le droit du travail. Nous, on a commencé à l'organiser ou bien à gagner parce qu'on a voulu commencer à l'organiser en coupant la tête de notre roi. Et puis on a fini en 1930 ou 36 par avoir des congés payés. Donc voilà, 1913. Donc c'est une date qui est quand même importante, c'est-à-dire 23 ans avant que nous, on réussisse à commencer à partir en vacances. Donc comment il s'y est pris ? Donc c'était comme chez nous, hein, le travailleur travaillait, pas de jours de repos, rien du tout. Donc il y avait un problème aussi à faire passer cette réforme sans que les nobles, l'Église, qui étaient les principaux employeurs du peuple, hein, le prennent mal et puis fassent un complot contre le roi des rois et veuillent l'évincer parce que c'était toujours possible. Donc il a fait une chose tout à fait très intelligente. Il s'est basé sur la religion. Et il a regardé dans toutes les religions les points communs qu'avaient ces religions. Donc un point commun qu'a ces religions, c'est le repos hebdomadaire, qu'on appelle dans certaines religions le sabbat, et qui est aussi en Éthiopie, qui est aussi appelé le sabbat, mais dans toutes les religions, aussi bien de l'islam que chez les catholiques, que dans l'église orthodoxe, et aussi dans les autres religions, parce qu'il y a aussi les adventistes, il y a les animistes, il y a beaucoup de religions. Donc le 27 juillet 1913, il a décidé de faire du jour du sabbat un repos obligatoire. Et que tous les gens qui seraient trouvés à travailler ce jour-là seraient punis, ainsi que l'employeur aurait lui-même des amendes très importantes. Haïlé Sélassié, quand il faisait une loi, la loi pouvait être très dure. L'abolition de l'esclavage qui a eu lieu en 1923 s'est réalisé en moins de 15 ans en totalité parce que le marchand d'esclaves ou le maître d'esclaves était devenu punissable de la peine de mort. Donc celui qui voulait continuer à avoir des esclaves, il prenait le risque de se faire couper la tête. Voilà, donc Haïlé Sélassié était très dur. C'est comme tout on a parlé, c'était aussi une certaine justice. Ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, d'un côté, il mettait une peine comme la peine de mort pour celui qui continue à faire l'esclavage, mais tu viens de dire qu'il l'a fait sur une période de 15 ans, donc il n'a pas juste fait une loi où il y a, je ne sais pas, 1 million d'esclaves qui sont retrouvés dans les rues. Il a fait les choses, entre guillemets, en douceur pour qu'il y ait une transition économique, parce qu'on ne passe pas d'un système à un autre. Donc l'esclavage, on va un peu plus s'y attarder parce que nous on a ce mot esclave, on voit des images qui nous ont été inculquées depuis longtemps, donc souvent les chaînes, des souffrances, voilà. Donc l'esclavage en Éthiopie n'avait rien à voir avec ça. Hein. L'esclavage c'était lors de bataille, hein, donc le vaincu était soumis au vainqueur. Mais dans la soumission, le vainqueur devait éduquer
son esclave, devait le prendre comme son propre fils. Donc l'esclave avait les mêmes droits que les enfants, et lors de la mort de son maître, il reprenait sa liberté, et il avait de même droit à l'héritage. Il pouvait acheter des terres, il pouvait se marier avec une Éthiopienne, il pouvait vivre comme tous les gens. Il n'y avait aucun signe distinctif qui pouvait le rendre, oui, ou le distinguer par rapport aux autres membres de la population. Donc l'esclavage était réellement différent. C'était plus une soumission du vaincu au vainqueur qu'un enchaînement par les scènes ou par un travail forcé, parce que l'esclave était aussi rémunéré. Tout le travail qu'il faisait lui entraînait une rémunération au même titre que le travailleur éthiopien qui avait gagné la guerre. Voilà, il n'y avait pas de différence, et il y avait surtout cette responsabilité du maître de l'esclave à prendre en charge la vie de cet homme ou de cette famille, parce que des fois il y avait aussi des familles qui étaient en soumission, mais il y avait aucune torture, ni aucune. Il y avait quand même une relation de soumission, et donc c'est aussi pour ça que j'imagine que Haïlé Sélassié a voulu supprimer cette notion d'esclavage, non? Il a voulu supprimer tout simplement ce qu'il dit, vous le trouverez dans l'autobiographie, c'est que dans le cœur de l'homme, l'esclavage, c'est pas normal. Il n'y a aucun homme qui peut dire que si l'esclavage, ou justifier de l'esclavage dans le cœur de l'homme. On est tous égaux devant Dieu, quoi. Hein. Donc c'est aussi la raison principale qui l'a poussé à vouloir arrêter ce trafic. Et quand ceux qui ne voulaient pas arrêter, voilà, étaient punissables de mort. Tout à l'heure, on a parlé des prêts à 20%, à 30% et baisser à 9%. Pour que les gens arrêtent de faire ça, celui qui continuait à faire un prêt à 20%, son prêt était annulé et le remboursement du prêt aussi. Donc les prêteurs ne trouvaient pas vraiment l'avantage à continuer de vouloir arnaquer les gens, parce que s'ils étaient pris, ils perdaient tout. Voilà.